Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast Pourquoi. Pourquoi ? C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord. Mais c'est super limpide en fait. C'est que moi quand je finis mes études d'archi, et attention on s'accroche, les perspectives de concours, on monte les perspectives à la main. Il n'y a pas de 3D quoi. Quand on a suffisamment de maîtrise et suffisamment de recul, on doit être en capacité de vulgariser quelque chose d'hypra-technique. Notre envie, on a toujours été passionné par ce qu'on a fait, passionné par la technique, passionné par le fond de l'histoire qu'on allait raconter, passionné par les verrous qu'on allait lever. C'est ça qui nous mène depuis le début. On n'a jamais été là pour faire un coup financier, et certaines startups ont été là pour faire un coup financier, on va pas se mentir non plus. Donc après, ça dépend de son objectif et de ses envies. Moi, j'ai pas cherché à trouver un sujet pour monter une boîte. J'en avais rien à cirer de monter une boîte. C'était pas mon sujet. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. Ça n'a jamais été mon moteur. Mon moteur, c'était le projet. Ça reste le projet en fait. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans la tête de Valérie Cautreau. Entrepreneuse, celle-ci, pourtant partant d'un métier complètement éloigné de l'entrepreneuriat, va monter une entreprise dans les nouvelles technologies. Et oui, une vraie histoire de passion. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Ok, et Valérie, ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast. Mais c'est partagé, avec grand plaisir, à nouveau. Ouais. Faut peut-être qu'on explique un peu la relation. Notre histoire commune. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, je voulais parce que comme ça les gens sont au courant, et je voulais te le dire parce que je crois que j'ai jamais eu l'occasion de te le dire. Mais je te considère un peu comme une marraine de l'entrepreneur. Ouais, écoute, je sais pas comment je dois le prendre. Bien, parce qu'il y a eu des périodes avec des virages et on va dire que souvent en entrepreneuriat on tire des bords. Ouais. Et toi tu as tiré des bords et un jour tu es venu me voir en me disant que tu allais tirer un bord et je me suis dit oh là là, est-ce que c'est de ma faute ou pas? Donc, tu m'as beaucoup aidé à la réflexion, ça, c'est vrai. En tout cas c'est le principe entre guillemets de mentorat qui n'en est... Souvent c'est un mentorat qui a double sens, moi c'est ce que j'ai envie de dire. Et sur toutes les expériences que j'ai pu avoir avec des plus jeunes qui démarraient, parce que c'est quand même de ça dont on parle, j'ai toujours trouvé ça super enrichissant parce que finalement ça nous apporte aussi à nous les plus vieux, parce que l'éducation n'est pas la même, parce que l'agilité n'est pas la même, et finalement on grandit tous ensemble et ça bouscule nos habitudes, et pour ça c'est très très bien. Donc en tout cas c'était une expérience positive et partagée. C'était ça, je peux que approuver et aller dans le même sens. C'est pour expliquer un peu au public, avant donc moi dans la boîte dans laquelle je suis, il s'appelle Insaniam, mais avant de rejoindre Insaniam, j'avais créé ma boîte qui s'appelait Ec France avec un associé, et tu nous as très sympathiquement accueillis dans tes locaux pendant 4 ans et demi. Ah oui, oh là là. 4 ans et demi. J'aurais pas su dire. Ouais, 4 ans et demi. Nous, on était je crois, on n'avait même pas créé la boîte, pour te dire. Ouais. Parce que je me rappelle qu'on avait dû attendre un peu parce qu'on était en train de lancer la création de la boîte. Et tu nous as mis à disposition un bench dans ton open space, et le studio photo vidéo. Oui, exact. Qui nous a... qui était précieux pour vous. Très précieux. Exact. Et ça, c'est dans un premier temps. Puis après, le deuxième temps, donc tu nous as accueillis. Puis au fur et à mesure de notre relation aussi, on a beaucoup parlé ensemble, parce que je venais te voir pour un peu ce mentorat et tout ça. Et tu étais toujours dispo et ouverte pour discuter, ce qui était... Mais le besoin d'échange, il est permanent en fait, et tu verras, ça va se poursuivre forcément. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de se nourrir d'un tiers sur un point de vue, une réaction, une observation. Et faut jamais s'en priver, parce que c'est comme ça qu'on prend du recul et qu'on continue à co-construire quelque chose de positif. Mais c'est vrai que
clairement, quand ton parcours a changé et que tu as quitté, ça nous a fait bizarre parce que tu faisais vraiment partie de l'équipe en fait au quotidien. Et le Covid, malheureusement, en tout cas, a accéléré un peu tout ça parce que tout le monde était chez soi. Mais ça a été une expérience super, quoi. Et je pense pour le reste de l'équipe aussi. Et le fait de te revoir à nouveau dans nos locaux, puisqu'on enregistre chez Artefacto aujourd'hui, doit faire plaisir aussi à tous ceux qui t'ont croisé là en arrivant, quoi. Pour te dire, j'ai attendu, je suis arrivé un peu en avance, j'ai attendu 10 minutes en tout. J'ai croisé 3 personnes que je connaissais, on a pu échanger et tout, donc carrément. C'est une histoire qui nous appartient aussi maintenant, quoi. Ouais, donc, complètement. C'est assez chouette, quoi. Que d'émotions. Ah là là. Je te propose de recommencer un peu au début déjà, parce que peut-être te présenter, expliquer qui tu es, ce que tu fais. Et... Ça marche, c'est reparti. Donc je suis Valérie Cotreau, je dirige une entreprise qui s'appelle Artefacto et je suis aussi à l'origine d'une plateforme qui s'appelle Truc Planète. Et j'espère qu'on va en entendre parler de plus en plus. Et donc Artefacto, pour commencer par ça, c'est une société qui a plus de 20 ans d'existence, qui prend son essence au moment où la 3D arrive. Et moi qui suis architecte de formation, je bascule dans cet univers-là et on démarre des simulations 3D pour le monde du bâtiment, forcément, pour les infrastructures. On fait le métro de Rennes qui a été récemment inauguré pour sa 2e ligne. Donc on a simulé la première et la deuxième. Donc ça installe les choses en termes de longévité. Et puis très vite on se diversifie sur d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, 20 ans après, je la fais courte parce que sinon je vais dire ça pendant 3 heures. Mais on a dans la partie prestation de services autour de la 3D des applications de réalité virtuelle, des applications de réalité augmentée, 3 grands pôles d'activité, un pôle sur l'immobilier, un pôle sur l'industriel et un pôle sur la formation. Donc on fait quoi comme type d'outils ? On fait des outils pour aider à vendre, très concrètement dans l'immobilier, pour tout ce qui est achat d'appartements qui n'existe pas encore. Pour l'industrie, on simule énormément de process en fait, grâce à la 3D. On donne à comprendre, on explique comment ça marche. Et évidemment, pour la formation, on fait des solutions casquées, VR, pour former en sécurité. Et on a aussi des solutions pour l'attractivité des métiers, pour présenter les différents métiers aux futurs salariés. Donc ça, c'est une première partie de l'entreprise. Et depuis 2018, on a décidé de commercialiser nos propres solutions logicielles parce que, de plus en plus, en ce qui concerne la 3D, c'est plus tellement le contenu qui a de la valeur aujourd'hui, c'est ce qui va encapsuler ce contenu. Nos clients ont souvent le contenu 3D, et c'est normal, c'est rentré dans des processus classiques. Et du coup, on a développé des solutions logicielles qui permettent notamment de visualiser en réalité augmentée. Donc on va s'adresser à des fabricants pour montrer des extensions de maisons avec des vérandas, des pergolas, et on va pouvoir simuler à taille réelle, à l'échelle 1, l'extension d'une maison en y ajoutant un objet 3D, tout ça par le biais de plateformes où le client est complètement autonome. Donc ça c'est un premier sujet logiciel. On a également, toujours avec la réalité augmentée, parce que c'est notre dada, une solution qui s'appelle CitySense aujourd'hui. Et CitySense, c'est quoi ? Eh bien, ça permet finalement de travailler en fait sur la concertation. Quand aujourd'hui la problématique, c'est le foncier finalement au niveau de l'immobilier, et c'est de convaincre les habitants. Donc, on est dans une démarche de concertation citoyenne. Les élus sont dans une démarche de concertation citoyenne, et CitySense permet de visualiser à l'échelle 1 un futur projet et de concerter les habitants pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc on est remonté dans la chaîne de valeur. Là, c'est plus un outil pour vendre, c'est un outil pour susciter l'adhésion ou pas, mais en tout cas pour savoir de quoi il leur tourne sur le projet qui va être présenté. Donc ça, c'est un très très bel outil qui est en train de prendre son essor aujourd'hui là dans le monde de l'immobilier, sur Rennes et pas que. Et puis on a un 3e outil qui est en train de sortir et qui a été développé avec Eiffage et qui là est aussi orienté, on va dire, quelque part développement durable. Ça s'appelle Calivis. On a travaillé avec Eiffage sur ce projet. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire en sorte de moins gaspiller sur les chantiers avec un suivi qualité à la SERP qui utilise aussi la réalité augmentée et qui permet, par exemple, avant de couler sa manche de béton, de vérifier qu'elle est bien positionnée en utilisant le modèle 3D qui a été préalablement fait et en le superposant au réel. Donc, on a en synthèse 2 pôles. Un pôle service,
c'est ce qu'on fait depuis toujours, et un pôle logiciel qui est en train d'accélérer aujourd'hui pour mettre à disposition des outils pour utiliser les données 3D de nos clients, quoi. Bon, j'ai plein de questions. C'est parfait. J'ai plein de questions. C'est nickel. Parce que tu as évoqué beaucoup de choses, et notamment, c'est vrai que tu as résumé 20 ans. 20 ans, et je pense que, plus de 20 ans d'ailleurs, je crois 24 ans. Oui, c'est difficile de contracter. Hein. Ouais, non, mais c'est vachement intéressant, mais je vais revenir aux origines de l'origine. C'est, sauf erreur de ma part, comme tu le disais plutôt, tu as commencé en tant qu'architecte. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment tu passes d'architecte à créer une société dans la 3D. Parce que la 3D à l'époque, j'étais petit, moi, encore. C'est pour ça. mais la 3D, aujourd'hui, elle a encore du mal à percer aujourd'hui, dans le grand public, on va dire. Ouais. Dans le monde professionnel, c'est un peu différent. Oui, c'est beaucoup mieux implanté, notamment dans l'industrie. Mais comment, à l'époque, tu te dis, il y a un truc à faire, quoi. Mais c'est super limpide, en fait. C'est que moi, quand je finis mes études d'archi, et attention, on s'accroche, les perspectives de concours, parce que quand on finit ses études d'archi, souvent, on travaille dans des cabinets d'archi et on est des bêtes à concours. Donc, on fait du concours d'architecte et on vient en soutien des équipes. Et ce dont il faut se souvenir, c'est qu'à l'époque, quand on fait du concours, on monte les perspectives à la main. Ou on fait appel à des perspectivistes qui montent les perspectives à la main. Il n'y a pas de 3D, quoi. Ouais. Ça n'existe pas. D'autant plus. Voilà. Et du coup, on a quelques cours à l'école d'architecture sur les environnements 3D, c'est vraiment le tout début. Mais très concrètement, je comprends, et on est quelques-uns à comprendre ça, que ça démultiplie le champ des possibles. C'est-à-dire que quand on vient monter une perspective à la main, on choisit son point de vue, et une fois qu'il est calé, il est calé. Parce qu'il y en a quand même pour quelques jours à monter la perce, et puis à faire un rendu correct, quoi. Les ordinateurs à l'époque... Voilà, donc c'est la table à dessin. Avec l'outil 3D, ça veut dire qu'on peut démultiplier les points de vue, et ça, on le comprend tout de suite. Donc, c'est en fait complètement lié à mon métier de base, quelque part. C'est que ça prend corps, c'est pas disjoint de l'architecture, c'est à l'intérieur de l'architecture, et clairement, il y a une opportunité de conceptualisation avec l'outil 3D qui nous est présenté. Donc, il y a ceux qui tombent à côté, puis il y a ceux qui tombent dedans, et très vite, on est rattrapés, on est quelques-uns à être rattrapés par ce genre de choses, c'est-à-dire que les architectes, nos confrères, demande aux plus jeunes que nous sommes de travailler sur les concours d'architecture. Et c'est comme ça que ça démarre. C'est qu'on travaille d'abord sur les concours d'archi pour les confrères, pour faire des perspectives, et on passe à ce moment-là de la perspective à la main à la perspective 3D. Et là aussi, où il faut se remettre dans le contexte, c'est qu'à l'époque, c'est révolutionne dans les cabinets d'architecture, parce que tout le monde est à la planche à dessin, et les architectes se posent la question de passer au numérique et d'utiliser des outils logiciels pour faire les plans. Ça paraît complètement absurde de dire ça aujourd'hui, mais les archis ne sont pas équipés. C'est le début du plan 2D dans les agences d'archi. Ce qui est aujourd'hui dingue quand on voit ce qui est pas concevable. Le nombre de 3D, de ce que vous proposez aujourd'hui. Non, mais clairement. Donc en fait, le monde a changé. En fait, il y a une vraie continuité par rapport à l'architecture. C'est qu'on est dans un monde qui n'est pas du tout digitalisé et qui va se digitaliser en 10 ans. Voilà. Donc le début de l'histoire, il prend corps là. Après, pour répondre aussi à ta question, c'est que oui, c'est un tiraillement quand on a fait 6 ans d'archi, de se dire qu'on va basculer dans un autre monde. Mais en même temps, quand on a fait 6 ans d'archi et qu'on démarre, on se rend compte aussi que c'est comme dans tous les boulots, il y a des choses qui sont super, puis il y a des choses qui sont moins bien, et que quand on fait du logement pour faire un T1 bis, 53 mètres carrés, c'est rude, quoi. Et que de la conception, au sens où on nous l'a vendu pendant nos études, ça ne va pas arriver tous les jours. Ouais. Donc finalement, l'un dans l'autre, il y a peut-être une opportunité à saisir, et c'est comme ça que je bascule dans le monde de la 3D. Et finalement, ça m'a aussi permis de rencontrer quelques beaux noms en termes d'architectes de renom, quoi. Et j'ai aucun regret évidemment avec le recul, quoi. Et comment tu fais la bascule de ok, je suis architecte, je vois la 3D, je m'y mets, je travaille dedans, et je lance une boîte spécialisée dans ça. Et
Alors, sauf erreur de ma part, au début, c'était quand même très IMO au début, mais vous avez vite développé plein d'autres activités. C'est le métro qui pousse un peu aux fesses. En fait, ce qui se passe, c'est que j'essaye de me remettre dans le match, mais je travaille chez Perrin Martin. Et Hervé Perrin était mon directeur de mémoire, donc il m'embauche juste derrière mon diplôme. Et bon an mal an, j'ai fait 1 an chez lui. Alors moi, j'avais commencé à travailler en 3e année, donc je savais ce que c'était que le boulot, quoi. Mais il y a des opportunités de simulation 3D. Et tu te dis, il y a un truc à faire, quoi. Mais c'est super limpide, en fait. C'est que moi, quand je finis mes études d'archi, et attention, on s'accroche, les perspectives de concours, parce que quand on finit ses études d'archi, souvent, on travaille dans des cabinets d'archi et on est des bêtes à concours. Donc on fait du concours d'architecte et on vient en soutien des équipes. Et ce dont il faut se souvenir, c'est qu'à l'époque, quand on fait du concours, on monte les perspectives à la main. Ou on fait appel à des perspectivistes qui montent les perspectives à la main. Il n'y a pas de 3D, quoi. Ouais. Ça n'existe pas. D'autant plus. Voilà. Et du coup, on a... Okay. Parce que pour moi, socialement, c'était difficile. De démarrer seule, c'était difficile. D'être seule à la maison, c'était super compliqué. Je ne suis pas une femme de télétravail. Sans jugement aucun, j'ai besoin de relations avec les vrais gens, quoi. Et je passais de tout à rien, ça a été compliqué. Donc il a fallu 1 an pour confirmer ce choix, quoi. Ok. Et du coup, le déclic se fait, on en a déjà parlé avant, et avec le métro rennais, vous avez ce projet qui fait avancer les choses, quoi. Clairement, qui nous pousse ailleurs, parce que, bon, on est évidemment toute petite équipe restreinte, et la SEMCAR, à l'époque, sollicite et nous a repérés au travers des concours d'architecture, clairement, et nous sollicite pour savoir si on est capable de faire un film d'animation 3D. C'est 99. Donc, il faut aussi se remettre dans le match. Donc, évidemment, quand on démarre, on dit oui, mais on s'est mis un coup de wash. Donc, et on est monté sur le poney. Et comme souvent, à dire oui, on sait faire. Puis après, on réfléchit, quoi. C'est ça, ouais. Donc, bon, l'histoire, je la fais courte aussi, mais ils nous ont testé sur une première station, 2 ou 3 premières stations, je ne sais plus. Et puis après, il y a un marché qui a été lancé, on a eu l'opportunité de remporter ce marché, quoi. Ouais. Donc ouais, super histoire, super aventure. Et puis, on est content d'avoir pu refaire les simulations 20 ans après sur la 2e ligne, parce qu'entre-temps, évidemment, tout ça a progressé. Et ce qu'on avait fait en film, on l'a fait en 3D temps réel sur la 2e ligne, quoi. Donc en application smartphone. Donc il y a un chemin. Il y a un grand chemin qui a été fait. Exactement. Donc c'est une super histoire. Il fallait boucler la boucle. Ouais. Et ça, tu vois, on parle justement de ce gap entre la ligne, je sais pas quand la ligne est sortie, mais il y a déjà un bout de temps, et cette nouvelle ligne du métro qui est sortie, que tu me dis, on fait 2000, on fait ça par téléphone. C'est et je coupe un peu, enfin je saute un peu dans le temps. C'est comment tu appréhendes et comment tu interviens avec ces changements de technologie qui sont très rapprochés dans le temps, et on peut dire que la 3D a évolué très 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 rapidement, enfin la 3D, réalité augmentée, réalité virtuelle a tout augmenté très rapidement, très vite. Comment on s'adapte en tant qu'entreprise à ces changements constants, quoi. C'est la difficulté de notre métier, et c'est ce qui en fait un métier passionnant, mais c'est ce qui en fait aussi un métier où on est toujours un peu sur le bord de la ligne. Après, ça devient une culture, en fait. Ça devient une culture d'entreprise, dans le sens où nous, on sait que nos technos vont évoluer en continu et en permanence. Ça veut dire qu'au niveau des équipes, ça force l'agilité et ça force la veille aussi. Donc, on doit être en veille en permanence. On sait que les technos utilisés, c'est des cycles de 3 à 5 ans qui vont être revisités tout le temps, quoi. Donc on est obligé de se mettre dans cette optique-là, parce que de toute façon, on va devoir réinventer les choses régulièrement. Ça fait partie de l'ADN, en fait. Donc on est en recherche permanente. Le début de la réalité augmentée, c'est 2003 pour moi. Ça s'appelle évidemment pas réalité augmentée, ça s'appelle pas. Il n'y a pas de nom pour ça. Mais moi, je me dis, ce serait quand même génial qu'on puisse arriver sur site et qu'on puisse avoir les bâtiments devant nous comme s'ils étaient là. Et donc, on imagine, on se dit, ça va peut-être se faire avec du laser. On invente tout, quoi. On se disait, on va borner le terrain parce qu'il nous fallait de l'information, de géolocalisation. Les GPS n'existent pas.
Non, mais on a oublié tout ça. Donc, il n'y a pas de smartphone. Les smartphones n'existaient pas. Non plus. Donc, Non plus. 2008, les tablettes, moi je me souviens qu'on attendait ça. 2009, première expérimentation de réalité augmentée, on a fait notre propre... on a conçu notre tablette avec une caméra, parce que de mémoire, il devait y avoir déjà une tablette Apple, mais il n'y avait pas de caméra. Oui, première année pas. Ouais. Donc en fait, on passe notre temps à réinventer un peu le match, et puis il faut essayer de sentir les tendances du marché et de ce qui va arriver, mais avec... nous, notre why depuis, phrase de mission en tous les cas, c'est d'aider chacun à visualiser, à partager la réalité de ses projets. Donc c'était vrai il y a plus de 20 ans, ça reste vrai encore aujourd'hui, mais avec d'autres technos, quoi. Donc on a démarré avec de l'image, du film, et maintenant c'est de la réalité augmentée et de la XR, quoi. Donc ça évolue en permanence. Okay. Et c'est d'ailleurs toujours quelque chose que j'ai été très surpris quand je suis arrivé au sein d'Artefacto, et que j'ai toujours admiré, c'est que vous avez toujours eu un pôle R&D, quoi. Exactement. C'est la condition sine qua non, en fait. Ouais. C'est de conserver un pôle recherche. Alors c'est compliqué parce qu'un pôle recherche ça coûte, et ça doit être autorisé à faire des erreurs, dans le sens où on peut partir sur un projet de recherche et se tromper. Ça fait partie même de l'ADN de la recherche. Mais c'est aussi ce qui permet, ce qui garantit quelque part le fait d'avoir une vision qui est sans cesse se renouveler. Donc c'est aussi ce qui nous permet aujourd'hui d'adapter et d'assimiler des nouvelles briques technologiques régulièrement dans nos solutions, quoi. Donc incontournable. Oui. J'en reviens un peu, justement, avec cette partie R&D, c'est comment toi, tu évolues dans ta réflexion aussi, parce que tu sors d'architecture, tu as une formation d'architecture. Alors, je ne connais pas tes expériences précédentes, mais si peut-être ça interviendra. Comment on en vient à créer une société comme Artefacto aujourd'hui, où vous êtes plus de 30, 30 et 40, je crois. On est 35-40, ça dépend. Voilà, 35-40. Avec des métiers complètement différents, de l'infographisme, du développement, du marketing, enfin toutes ces choses-là. Comment on appréhende aussi cette évolution ? De toute façon, finalement, le boulot d'architecte, c'est un peu un boulot de chef d'orchestre. Je trouve que mon boulot, il n'a pas trop changé. C'est un peu un boulot de chef d'orchestre. Donc, simplement, au lieu d'avoir un maçon et un couvreur, j'ai des infographistes et des développeurs. Donc, on n'est pas forcément expert dans les métiers qu'on drive, mais il faut être suffisamment à l'écoute pour pouvoir s'adapter et articuler tous ces métiers-là ensemble. Donc malgré tout, j'ai envie de dire que on connaît, moi j'ai fait de l'infographie pour le coup, donc c'est un métier que je connais quand même bien. Mais l'infographie en 20 ans, ça s'est réinventé, et c'est bien normal. Donc voilà, il faut rester dans une porosité, il faut rester à l'écoute, et c'est comme ça qu'on arrive à driver les différents éléments. Mais de toute façon, je crois qu'on le dit souvent, une des qualités normalement des chefs d'entreprise, c'est de recruter par le haut et donc de prendre des bien meilleurs que soi sur chaque domaine d'activité. Donc le match, il est là. Et, tout est dit quand on dit ça. Donc il faut avoir une vision, et puis après, il faut travailler avec des bons. Et ça, comment ça se passe ? Alors, même si depuis, j'ai un peu évolué moi dans ma situation professionnelle et que je connais un peu ça et je commence, mais comment on amène des gens meilleurs que soi dans leur domaine respectif à travailler avec soi, à les motiver et à les suivre. Parce que moi, j'ai cette expérience j'ai embauché des gens, je comprends pas ce qu'ils disent, quoi. Quand ils me parlent technique, je suis là, simplifie-moi les choses, quoi. Ouais, mais je pense que ça aussi, c'est une culture qui doit être comment dire, à la base des échanges dans l'entreprise. C'est que de toute façon, quand on a suffisamment de maîtrise et suffisamment de recul, on doit être en capacité de vulgariser quelque chose d'hyper-technique. On pourrait imaginer que c'est la R&D qui est le plus compliqué pour moi, par exemple, aujourd'hui, avec des docteurs en informatique. Bon, il est clair que je ne vais pas les mettre mon nez dans leur ligne de code. Mais c'est absolument pas nécessaire. Par contre, quand on décide de travailler sur un projet de recherche, on sait se parler, on sait identifier les verrous technologiques sur lesquels on va bosser. C'est ça finalement l'important.
qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait faire demain. Je donne un sujet, il y a quelque temps, et on continue à travailler là-dessus. Un des axes, c'était la réalité diminuée. C'est quoi la réalité diminuée? C'est je mets un bâtiment 3D dans un espace, mais en même temps, je vais pouvoir faire disparaître les bâtiments qui sont alentours parce que je vais les substituer avec un projet demain et après-demain. Faire disparaître un bâtiment, ça commence à devenir un peu compliqué. Ouais. Techniquement, évidemment que j'ai des pistes sur quoi on va bosser, et parce qu'on a des échanges au quotidien, mais savoir comment on va le coder concrètement parlant, à la limite, c'est pas ça l'important pour moi aujourd'hui. C'est de savoir que nous, dans les axes stratégiques, j'ai un gars qui me dit... Moi, je pense qu'on peut se mettre sur ces sujets de réalité diminuée parce qu'on a la compétence, qu'on va travailler avec tel labo. Et la finalité de tout ça, c'est que demain, quand on intégrera un bâtiment sur site, on va avoir la perception de la profondeur, on va avoir un premier plan, un arrière-plan. Il y a des bâtiments qu'on va pouvoir enlever et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas très compliqué à comprendre au final. Ouais. Donc, et lui a su vulgariser parce que mon sujet, c'est pas de savoir quelle est la ligne de code qui va pousser derrière, c'est bien de savoir quelle est la prospective et quel est le point de visée qu'on va se donner. Donc, il y a toujours moyen de vulgariser. Donc, et en général, les meilleurs arrivent à vulgariser. Ouais, c'est de la communication, de l'échange. Complètement. Ouais. Donc, on doit être en capacité de s'adresser à un tiers de façon simple, toujours. Et en philo, c'est pareil. Tant qu'on ne prend pas un philosophe, c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est un peu pareil. Donc ça marche. Okay. Et puis ça se fait sur le tas et sur la durée. Il n'y a pas un moment où on dit bon, bah, ça va être comme ça, tac, je constitue une équipe. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure, malgré tout, quoi. C'est la différence entre un modèle qui est aujourd'hui très mis en avant et qui a ses avantages et ses inconvénients, c'est la montée des startups. Complètement. Où aujourd'hui, des startups se montent avec des équipes de 100, 200 personnes en 2-3 ans, parce qu'ils lèvent des fonds. Donc il faut qu'ils recrutent à fond. Alors que toi, tu as eu cette histoire sur plus de 20 ans et qui fait que... Oui, et puis, le principe de la... nous, effectivement, on n'a pas démarré comme ça. Notre envie, on a toujours été passionnés par ce qu'on a fait, passionnés par la technique, passionnés par le fond de l'histoire qu'on allait raconter, passionnés par les verrous qu'on allait lever. C'est ça qui nous mène depuis le début. On n'a jamais été là pour faire un coup financier, et certaines startups ont été là pour faire un coup financier, on va pas se mentir non plus. Donc après, ça dépend de son objectif et de ses envies. Moi, j'ai pas cherché à trouver un sujet pour monter une boîte. J'en avais rien à cirer de monter une boîte. C'était pas mon sujet. Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Ça n'a jamais été mon moteur. Mon moteur, c'était le projet. Ça reste le projet en fait. Donc c'est ça qui m'a fait avancer depuis plus de 20 ans et ça continue à me faire avancer, quoi. Donc les enjeux sont un peu différents. C'est intéressant de savoir un peu moi ce que j'appelle, pour parler un peu plus vulgairement, ce qui te fait lever le matin, quoi. Toi, c'est vraiment l'idée de faire avancer un projet et d'amener de la valeur, en fait. Ah, mais complètement. Puis tu vois, on revient à la métaphore de l'architecture, c'est de construire. C'est de construire des choses, c'est de construire des projets, c'est d'inventer des choses qui n'existent pas encore, quoi. Donc, c'est ça qui m'éclate, quoi, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné depuis le début. Donc, c'est sûr que ça supporte une intégration progressive. Et effectivement, on n'a pas été dans une dynamique où... on a mis des gars en randonnion. Mais après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, nous, c'était pas notre... Puis on va dire que même il y a 20 ans, alors peut-être tu me diras le contraire, mais il y a 20 ans, le modèle de start-up, ça n'existait pas. Clairement. La Startup Nation, même la French Tech et tous ces éléments-là, c'est à quoi ça 5-10 ans grand max. C'est une dizaine d'années. Après, c'est un peu galvaudé comme terme parce que start-up, ça veut bien dire quelque chose. C'est pas parce qu'on maintenant n'importe quelle boîte qui démarre, c'est une start-up. Non, c'est une boîte qui démarre. Donc, on a dit tout et un peu n'importe quoi. Et nous, parfois, on dit ta start-up. Non, on n'est pas start-up. Nous, on était nés avant et voilà, quoi. Donc c'est un peu bizarroïde, quoi. Ouais, mais ça me fait... souvent, les startups mettent en avant des valeurs, des missions. On y reviendra parce que tu as abordé tout à l'heure, enfin tout au début, tu as parlé de Truck Planet, et je veux qu'on revienne dessus, mais aujourd'hui, toi, c'est quoi tes valeurs au sein d'Artefacto ? Alors nous, on a travaillé sur des valeurs il y a quelques années, c'était en 2018 aussi. Au niveau du collectif, donc on a sollicité les équipes et on a fait remonter de l'information. Et
La première chose qui est remontée, c'est l'engagement. Okay. L'engagement dans le sens où l'idée, c'est qu'on vient au boulot parce qu'on a envie et que du coup, on prend plaisir à bosser, quoi. Quelque part, derrière l'engagement, il y a ça. Donc, et puis, comme je dis à mes gars, si tu prends pas de plaisir à bosser, mais il est urgent de faire autre chose, quoi. Parce qu'on est dans un métier passion et du coup, faut avoir envie de... C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que de toute façon, on va se réinventer sur nous-mêmes. Donc, si on n'est pas engagé dans une transformation en permanence, c'est mort, quoi. On peut pas fonctionner en se disant, j'ai appris ça à la cocole, donc je vais mettre ça en pratique pendant 20 ans et ce sera cool. C'est non, c'est pas possible. Première chose, engagement. J'ai envie que les gens aient envie et qu'ils aient envie de bosser et qu'ils partagent ce plaisir qu'on a, nous à bosser. La deuxième chose, c'est le collectif. Et ça, tout le monde est collectif quand on en parle. Ouais. Au quotidien, c'est vachement plus dur, le collectif. Et notamment en période de crise. Et notamment en période de crise. Et notamment, et là, je vais défoncer des portes ouvertes parce que je pense que c'est dans toutes les boîtes pareil. Non, le collectif, c'est quoi ? C'est être en capacité, finalement, de dépanner un collègue alors qu'on a autre chose à faire, quoi, aussi. C'est de comprendre les besoins des uns et des autres entre les services. On a tous vécu ça dans nos boîtes, d'un commercial qui ramène un projet et la prod dit mais ton projet c'est n'importe quoi, on va pas savoir faire ça, tu aurais dû vendre différemment, c'est la galère, ou d'un commercial qui arrive avec un chiffrage la veille pour le lendemain et machin qui dit non mais attends j'ai autre chose à faire, quoi. C'est ça le collectif. Ouais. C'est être capable de se dépanner. Donc on en a beaucoup ri en interne parce que tout le monde est t'es collectif, ouais je suis à fond, je suis collectif. T'es sûr que t'es collectif. Donc au fait quand on gratte un peu, et néanmoins c'est ce qui fait la bonne ambiance d'une équipe, d'être capable de se dépanner. Donc ça c'est la deuxième. Et la dernière c'est la créativité. Qu'est-ce que la créativité ? Gros sujet. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. La créativité, ça concerne tout le monde. Et ça, parfois, j'ai encore du mal à l'expliquer et à leur expliquer. On peut être créatif en comptabilité. Pas sur le plan comptable, mais sur les outils, sur les indicateurs, sur tout un tas de choses. Et la créativité, c'est justement, et on revient à ça, c'est comment je me réinvente tous les jours dans mon métier, comment est-ce que je progresse dans mon métier, comment est-ce que je vais avoir un regard décalé, différent, comment est-ce que je peux continuer à avancer. Donc, et ça, c'est parfois aussi sujet de discussion. Donc, c'est la créativité, moi je trouve ça un sujet très complexe. C'est un sujet très très complexe et souvent, tu vois, moi, j'aime bien ce que tu dis là parce que souvent les gens, notamment quand on n'est pas dans le visuel, ce que j'appelle le visuel, donc c'est les gens qui font du dessin, qui font de la création vidéo, photo, des choses comme ça. Tous ces personnes-là disent « je suis pas créatif ». Voilà, mais je lutte contre ça. Ouais, mais moi j'ai eu cette remarque une fois et mon dirigeant, donc avec son ami Wet, m'a dit « mais tu sais, le code peut être super créatif ». Exactement. Et là, je me dis « c'est vrai ». Et tu vois, quand tu me dis « la compta peut être créative », Mais oui, aussi. Aussi, quoi. C'est ça qui est... Exactement. Et ça, c'est vraiment des choses... on continue à discuter là-dessus parce qu'on a fait des sondages récemment en interne dans l'entreprise, d'ailleurs, qui étaient plutôt très positifs. C'était assez rigolo parce que quand on posait la question sur les valeurs, tout le monde était... s'auto-évaluait bien haut. Quand on évalue son voisin... on évalue son voisin un peu moins haut. Et la valeur qui pose le plus de problèmes, c'est la créativité. C'est qu'est-ce qu'on y met derrière, mais moi je me sens pas trop concernée, mais comment je peux être créative dans mon métier, et ainsi de suite. Et tout le monde peut être créatif dans son métier. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous on travaille encore pour expliquer qu'en fait, la façon de se réinventer, elle est valable pour tout le monde, quoi. Donc c'est en train de rentrer dans les têtes, mais c'est un travail de fond. D'autant plus que, et je vais prendre ce cas parce que moi je l'ai connu chez vous, c'est ça qui fait aussi avancer l'entreprise. Tu l'as mentionné tout à l'heure, comme quoi vous avez évolué sur vos produits, sur vos services. Moi, je suis arrivé au sein d'Artefacto, j'entendais beaucoup parler de services que vous faisiez, et ça vous l'avez fait et vous le faites toujours. Et on faisait que ça d'ailleurs. Vous n'avez pas de solution logicielle, je crois, ou pas? Non, pas du tout. Non, parce que je suis arrivé et vous commenciez à parler de produits sur étagère. Ouais, voilà. Et moi, c'est un terme qui m'avait choqué. J'ai fait, mais c'est quoi ça dans une boîte digitale? Et pour te dire, aujourd'hui, moi, j'en parle avec mon patron actuel. Donc, tu vois, c'est... Excellent. Et on y vient doucement, d'ailleurs.
Mais ma question, ça va être comment on analyse le marché et pourquoi un jour tu t'es dit, ça ne va pas être un jour, une heure, une minute précise, mais quel est ton processus de réflexion pour te dire, aujourd'hui le service que je fais n'est plus suffisant, je vais aller sur du produit? C'est de l'observation client. Quand je te dis de façon un peu abrupte que finalement la création de valeur de nos solutions n'est plus dans la 3D, mais dans la boîte qui encapsule cette 3D, c'est un constat de terrain, quoi. C'est-à-dire qu'en 20 ans, et heureusement, le monde a changé. Donc je défonce une porte ouverte, c'est un truisme même. Mais radicalement, ça veut dire que quand je te disais que nos architectes, au moment où moi je démarre, eux se posent la question de la digitalisation pour commencer à dessiner en plan 2D. On est bien là-dessus. Bien évidemment, aujourd'hui, et j'héberge aussi une architecte qui s'appelle Delphine et qui travaille avec une autre personne. Donc, le cabinet, c'est 2 personnes. Elle dessine en 2D, mais elle dessine aussi full 3D. Oui. Donc, elle produit ses contenus 3D, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. C'est pour ça que je dis la création de valeur n'est plus dans la maquette 3D, mais bien dans le service qu'on va proposer autour de cette maquette. Je reprends le cas de Delphine, parce que c'est une toute petite entité juridique. Delphine, aujourd'hui, elle me dit Urbasys, c'est super. Elle me dit pourquoi c'est super ? Parce que moi, je fais mon modèle 3D, je le pousse dans ton logiciel, ça me permet d'aller chez mon client, de lui montrer ce que ça va donner au niveau de son extension de maison. Il va pouvoir voir ça sur le site. Je vais pouvoir faire une visite à l'intérieur du projet. Donc le client se projette parfaitement. Et en plus, ça va m'aider à sortir mon permis de construire. Top. Pour quelque chose, effectivement, pour un pricing au mois le mois qui correspond à moins d'une bouffe si je vais au resto. Ouais. Le match est... Enfin, tout est dit, quoi. Donc clairement, le contenu 3D, il va être fait de plus en plus par nos clients. Et nous, c'est les fonctionnalités associées à ce contenu qui vont faire qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que la création de valeur, c'est déporté et qu'il faut travailler sur des outils qui encapsulent ce contenu et non plus la partie 3D uniquement. Alors, ça n'empêche qu'on continue à faire de la prestation 3D, mais ça va être à terme sans doute plus le service associé de nos solutions logicielles. Ouais, le scope de l'entreprise change petit à petit. Clairement. Et est amené à changer, ou demain, vous proposerez plus un outil pour visualiser. Exactement. Que faire la visualisation. Exactement. Et là, pour le coup, il faut être bien dans on ne fera pas un outil générique, parce qu'on ne s'appelle pas Google ni Apple. Donc, on fait des outils métiers. C'est-à-dire qu'à nous d'aller chercher les fonctionnalités pertinentes par métier et par métier client. Et justement, tu mentionnes Google ou Facebook. Comment tu vois, toi, et je vais englober, même si c'est pas un même sujet pour vous, ça, on pourrait discuter de la pertinence de tout englober, tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Parce que là, toi, comme tu dis, tu fais des logiciels métiers, donc professionnels. Aujourd'hui, le grand public est loin de l'adopter. Oui, on reste B2B, nous. Ouais. Et comment tu vois ce sujet avancer dans le grand public ? C'est difficile de répondre parce que moi, j'ai pas forcément d'expertise. Puis là, on va être amené à parler du métaverse. Mais première réponse, on parle effectivement de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Et ça, tu as raison de les globaliser parce qu'aujourd'hui, notre sujet, à nous, c'est plutôt des sujets plateformes qui sont diffusés sur tous les supports. Okay. Ça veut dire téléphone, tablette, casque et web. Et on va travailler de plus en plus comme ça. On a un cœur applicatif et on sait causer à toutes les plateformes. Donc ça c'est le premier point. On est très B2B, voire B2B2C. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je reprends mon exemple avec Delphine, je parle, moi, à un professionnel, c'est une architecte, qui ensuite va parler à un client final. Et là, on est aussi du client final. Donc je pense qu'en fait, la démocratisation de ces outils va passer par le pro. Et après, peut-être, se fera plus en direct sur des outils, on va dire, entertainment. Mais là, c'est des sujets que je maîtrise moins. Je me trompe peut-être parce que, nom de Dieu, je vieillis, mais le métaverse pour y passer son temps comme le dernier Spielberg,
c'est pas trop ma tasse, quoi. Par contre, pour la formation, là, je pense qu'il y a un sujet. Ouais. C'est ça, j'avais vu, alors ça fait quelques années, parce que je crois que ça fait 3 ou 4 ans, j'étais allé au Laval Virtual, et j'avais été scotché par ce que pouvait faire Microsoft avec les casques. Ouais. Je crois qu'on était tout au début des casques, vraiment, avec la formation et justement les gestes, génial, les gestes de prévention. On fait tout ça, Ça, c'est... Mais ça, tu vois, on est dans le domaine pro, et ça, moi, j'y crois beaucoup. Ouais. Parce que, notamment sur la sécurisation des personnes, il n'y a pas à photo, quoi. Ouais. Donc, puis même le fait de... cet exemple m'avait frappé, c'est qu'il est dans une chaîne, il voit une pièce, il sait comment la sortir, on lui demande comment la sortir, puis il la voit, et ça l'analyse, et après ça lui dit, ok, là il y a une fissure ou je sais pas quoi, et puis hop, défectueux, ou alors non, elle est bonne, et il peut Complètement. Et c'est juste dingue. Mais oui, en fait. mais oui. Donc ça, par contre, j'y crois à fond. Ouais. Parce qu'on est déjà sur ces problématiques-là. Et on a déjà des retours d'experts comme quoi, effectivement, c'est top, quoi. C'est top parce que ça met en sécurité l'apprenant. C'est top parce que ça permet de ne pas arrêter une chaîne de production, c'est ce que tu décris là. Et donc, pour le coup, d'optimiser les coûts. Donc ça fonctionne. Et ça fonctionne vraiment dans le dur parce qu'il y a un intérêt qui est tangible et on sait pourquoi on le fait. Donc, après, sur la partie, on va dire, plus B2C, je ne sais pas si les gens demain vont avoir envie de passer leur samedi après-midi dans leur casque VR. Et c'est un autre sujet. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs. Je ne saurais pas dire non plus. Je dis qu'en Bretagne, c'est bien aussi d'aller au bord de la mer. Mais voilà, donc ça m'interroge plus, quoi. Donc, bon, j'ai pas de réponse a priori là-dessus, quoi. Okay. Et j'en viens pareil, au début, tu l'as présenté comme ça. J'en viens au dernier sujet un peu d'actualité qui te concerne, qui est Truc Planet. Oui. J'ai envie de dire, alors déjà, tu vas m'expliquer, tu vas nous dire ce que c'est. Pourquoi Truc? Mais c'est, en fait, moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est, tu as une boîte Artefacto qui tourne. Je sais que tu as plein d'autres activités à côté. Tu es membre de pas mal de comités, de choses comme ça. Qu'est-ce que tu allais faire dans cette galère? Pourquoi une chose en plus, quoi? Alors, je vais être honnête, je vais te raconter l'histoire et la genèse de ce projet. En fait, Truc, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Okay. Et depuis, et je vais expliquer après ce que c'est, depuis 2018, en fait, voire avant. Mais c'était au stade embryonnaire. Truc Planet, déjà en 2 mots, c'est quoi? C'est une plateforme qui met en relation les salariés des entreprises et les associations et fondations qui œuvrent en faveur de l'environnement, et on va ouvrir au social. Quand on a dit ça, on se dit ouais, bon, bah ok, il y en a déjà des plateformes, tout ça. Là où on commence à être différenciant de ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on a dit, c'est que, c'est surtout pas du mécénat de compétences. Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier quand on est infographiste à aller faire de l'infographie chez un tiers? Flûte. Enfin, moi j'ai dit, mes gars, ils n'ont pas envie de ça. C'est né d'une observation. Moi j'ai regardé ces 20 ans d'observation, en fait. Par contre, l'idée, c'est de se dire, mes gars, ils ont peut-être envie de partir en mission avec des associations pour apprendre et pour pouvoir reproduire des choses qu'ils ont pu apprendre au contact des associations. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre sujet, c'était de se dire, mes gars, ils ont des congés payés, ils n'ont peut-être pas envie de flinguer une semaine de congés payés pour partir en mission. Donc, on a mis en place un principe de mutuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je veux partir en mission Trug. On avait une mission superbe dans le golfe du Morbihan sur un bateau pour aller vérifier en fait la qualité de l'eau, pour participer à un projet européen. Et donc là, l'idée, comment ça marche, c'est que moi qui veux partir, je veux partir, je vais abandonner un congé. Et je vais solliciter mes collaborateurs pour qu'ils puissent abandonner un congé au bénéfice de ma mission. Donc l'entreprise, du coup, et notamment la PME, et les PME, parce que c'est fait pour ça, vont pouvoir finalement supporter en fait ce déplacement de 2 jours, parce que 2 salariés auront abandonné 2 jours de congé, et le salarié va pouvoir partir en mission, parce qu'on va remettre à disposition finalement l'abandon de congé pour que la personne parte en mission. D'accord ? Ok, c'est un peu tricky. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des gens qui peuvent partir en mission parce qu'il y a une mutuelle de temps dans l'entreprise, et l'entreprise va abonder une cagnotte en numéraire pour l'association, parce que l'association elle a besoin de bras et elle a aussi besoin de fonds.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans la mécanique, la cagnotte numéraire va pouvoir être défiscalisée pour l'entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la PME, qui n'a pas beaucoup de moyens, elle peut faire partir ses salariés pour un reste à charge fiscal égal à 0, si elle considère qu'elle n'a pas les moyens de s'engager financièrement parlant. Et moi, je pense que c'est une façon de mettre le pied à l'étrier pour que tout le monde embarque sur des questions de RSE et environnementales notamment. Donc le but de truc, c'est ça. C'est de dire, on met en relation les assos, les salariés des entreprises. C'est surtout pas le patron qui choisit pour ses salariés. C'est les salariés qui choisissent sur quelle cause ils ont envie de s'investir. Et l'entreprise va abonder, mais va récupérer en fait le montant de la cagnotte versée par une mécanique de défiscalisation. C'est un peu technique, mais bon, 20 ans d'entreprise, ça permet de faire des trucs. Et le pourquoi de la chose, je te dis, c'est que c'était un peu larvé en moi, ces projets environnementaux. Et il y a eu un déclencheur, c'est un peu bizarroïde de dire ça, c'est que 2018, je me retrouve avec un courrier qui me dit que je vais être nommée chevalier dans l'ordre du mérite. Et je trouve ça très bizarre, quoi. C'est un peu... au début, je suis un peu perturbée avec cette affaire. Donc, je mets ça un peu de côté. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ce truc ? Ça me ressemble pas trop. Je suis pas très protocole, tout ça. Oh là là, c'est un peu le piège. Comment je vais gérer ça ? Et puis, quand tu te retrouves avec des choses comme ça t'oblige à faire un stop sur ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. Okay. Et 1 an après, j'ai cette remise de médaille. Et pour le coup, j'ai eu toute une phase d'introspection en me disant, bon bah ok, j'ai fait ça. Parce que l'ordre du mérite, on se pose la question de, on n'est pas méritant tout seul. Pourquoi moi le mériter pour les autres ? Ça paraît très bête, mais si on se pose pas ces questions-là, c'est qu'on n'est pas câblé normalement, quoi. Donc, on a une certaine image de soi, on va dire. Moi, ça m'a interrogée et ça m'a perturbée. Et je me suis dit que finalement, il y avait des causes pour lesquelles je ne m'étais pas forcément engagée, alors que c'était un engagement personnel. Et pour le coup, des choses que je n'avais jamais dites jusque-là, je les ai dites au moment de cette prise de parole. Moi, j'ai arrêté de manger de la viande, j'avais 14 ans, j'en ai 50 aujourd'hui. Donc c'était un engagement fort. Mais il n'était pas de bon ton de raconter ça il y a encore quelques années. C'était personnel, c'était ses choix perso. Donc, et finalement, j'étais pas allée au bout de cette démarche-là. Et je me suis dit finalement, tout ce qui est dans ma tête à ce niveau-là, je ne l'ai pas mis en pratique. C'est maintenant que je ne vais pas le faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, ma truc, il faut le faire parce que tu vas le regretter toute ta deuxième partie de vie si tu n'y vas pas et si tu le fais pas, même si c'est en pleine période Covid, même si c'est du boulot en plus, même si c'est de l'investissement, même si ça va être la galère parce que je sais ce que c'est que monter un projet. Et quand même, je me suis dit, il faut y aller. Donc voilà pourquoi ça a démarré Trug. Ok. Tu vois, c'est une partie que moi, très honnêtement, je ne connaissais pas de toi. La Trug Planet, je l'ai vécu à travers LinkedIn, très franc, parce que je l'ai vu apparaître et t'en as parlé. Mais c'est je trouve ça très marrant dans le sens où, en fait, ce projet fait découvrir des aspects de toi que on ne te connaît pas en tant que chef d'entreprise d'Artefacto ou la relation que nous on pouvait avoir. Et en fait, tu travailles sur des sujets, tu as mentionné le mot RSE tout à l'heure, même que moi je vais élargir à peut-être engagement social, écologie, des choses comme ça. Et c'est intéressant de connaître tout ça. Et... Oui, parce que c'est des choses si tu veux, c'est pas parce qu'on dit rien qu'on fait rien. Et parfois, certains en disent beaucoup et ils font récemment. Moi, je considère que sur certains sujets, effectivement, j'ai pas trop de leçons à recevoir parce que c'est ancré depuis tellement longtemps que j'en parle même pas, quoi. Enfin, parce que c'est des pratiques, qui étaient les miennes déjà depuis très longtemps. Et la question aussi finalement de l'écologie, de la prise de conscience qu'on vit dans un monde fini, qui est enfin en train d'être porté au devant de l'écran. Je me dis qu'il est largement temps, tu vois les bouquins que j'ai sur mon bureau, donc
comment j'ai arrêté de manger des animaux. De Hugo Clément. Qui passe bientôt à Rennes d'ailleurs. Ah oui. Et un autre bouquin qui était très inspirant, c'était La théorie du donut de Cat Raworth, qui explique que voilà, on a une zone dans laquelle nous, l'humanité, on peut travailler, mais qu'au-delà, forcément, on va appauvrir nos ressources. Et que ce sera no way sur le moyen terme, quoi. Bon, ça, c'est des sujets qui m'animent, mais qui m'animent en off depuis bien longtemps, quoi. Donc, je me suis dit, allez, il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose parce que tu vas le regretter, parce que c'est une grosse partie de toi. Et c'est sans doute la première partie de moi, puisque ça m'a pris aux tripes depuis bien longtemps, quoi. Donc, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément... revendiquer ce genre de choses. Oui, mais c'est... Parce que voilà, quoi, à un moment, faut faire. Oui, et puis faut c'est faire, ça. Et au lieu plutôt de dire, faut faire. Donc, c'est ça qui est toujours un peu compliqué aussi. Et puis, moi, je le vois aujourd'hui, alors même si on n'a pas du tout la même position et la même représentation à l'échelle rennaise ou même nationale, c'est que des fois, tu te dis, j'ai une certaine image et il ne faut pas que j'avance sur d'autres choses parce que... ça ne me correspond pas ou parce qu'on ne me voit pas comme ça. Ou ça pourrait brouiller les cartes. Ouais. Je me suis jamais posé ces questions-là. Je te conseille de ne pas te les poser trop non plus. Je pense qu'il faut avancer en fonction de ses tripes et puis voilà, quoi. Donc, mais ça, j'avais besoin d'aller jusqu'au bout. Même si franchement, dès le début, je savais que c'était... Enfin, on est dans le développement. Je sais ce que c'est qu'un projet plateforme. Je sais ce que c'est que débugger une plateforme. Donc toutes les galères, je les voyais. C'est sans doute aussi ce qui m'a, c'est ce qui m'a freiné un peu au début, quoi. J'ai quand même eu 2 ans de procrastination. Donc, voilà, à un moment, je me suis dit faut y aller. Faut y aller parce que ça va se transformer en regret et ça, c'est pas possible. Ouais. Donc, super projet. Aujourd'hui, on commence vraiment on sent que la bascule est en train d'opérer maintenant. Moi, j'ai pas mal de sollicitations pour parler du projet. On sera présent sur le social change aussi. Voilà, il se passe des choses. On sent que ça commence à animer la communauté, quoi. Ouais. Puis on va dire, alors j'ai envie de dire malheureusement, parce que j'aimerais bien que ça ne soit pas le cas, mais malheureusement l'actualité climatique... Oui, c'est trop tard. Bon, on va dire oui, mais on en parle de plus en plus, donc du coup ça attire le regard. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait jamais ces discussions et qu'on n'arrive jamais là, mais ça, c'est un autre sujet. Ça. C'est clair. Mais l'humanité attend de se prendre le mur pour réagir. Ouais. Donc, on est en plein dedans, là. Je pense qu'on l'a pris, là. Et donc, alors, on est en train de le prendre. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement. J'ai bon espoir qu'on réagisse pour les générations futures, quoi. Je vois un peu le temps défiler, et puis je vais avoir 2 dernières questions qui sont un peu liées. Dis-moi. Quel est ton plus grand échec ? C'est un échec continu, ça va être horrible ce que je vais dire. C'est que ça va jamais assez vite, quoi. C'est qu'en fait on projette des choses qui mettent toujours 3 plombes à s'installer. Donc le timing est jamais le bon. Mais je trouve que c'est ça qui est le plus compliqué pour moi dans mon quotidien. C'est qu'en fait on projette des choses et nous dans notre boulot, et là je parle d'Artefacto, on est dans un écosystème en fait qui doit bouger en même temps. Donc c'est super de développer des applications, mais si par exemple tout l'aspect device, tout l'aspect support est pas prêt, ça marche pas, quoi. Donc je trouve que c'est ça, c'est le timing to market qui est toujours possible, je trouve. On a toujours envie de faire autre chose, on voit toujours le coup d'après, et parfois il faut attendre 5 ans, quoi. Ouais. Et ça c'est horrible. Donc ça je trouve que c'est une frustration, quoi, permanente. Donc ça c'est dur pour moi, ça me gratte, quoi. Donc tout le temps. Et est-ce que tu peux, parce que là, du coup je vais transformer un peu dans la question que je fais d'habitude, c'est pas comment tu peux intervenir pour changer les choses, mais c'est comment tu t'adaptes à cette frustration. Il faut être humble. Il faut être humble et il faut être surtout hyper à l'écoute on va dire de l'écosystème, parce que là aussi c'est systémique en termes de mode de fonctionnement. Donc il faut sortir des certitudes qu'on peut avoir à l'intérieur de l'entreprise pour écouter l'écosystème.
et les parties prenantes, si je parle qualité, ce qui est un terme horrible. Mais et je pense que c'est comme ça qu'on peut progresser là-dessus. Okay. Donc faut vraiment être hyper à l'écoute, quoi, de ses clients, des attendus, et savoir, entre guillemets, descendre son ambition pour mieux rebondir derrière, pour être en adéquation avec les attendus. Ça, c'est rude. Ouais, ça, c'est pas toujours facile. C'est la bataille de tous les jours. Ouais, exactement. Et à l'inverse, quel est ton plus grand succès, ton satisfaction? J'utilise un peu les deux termes. Parce que c'est difficile c'est vraiment des questions que je me pose pas comme ça. Je crois que ma plus grande satisfaction, c'est pareil, c'est sur la durée, c'est d'avoir X familles qui... C'est aussi du stress, hein, qui compte sur nous, d'ailleurs, en collectif. C'est de créer de l'emploi, en fait, et de créer des ressources, c'est quand même top. C'est encore le projet, c'est de construire les choses, tu vois. Donc, et de maintenir une équipe. Donc ça, c'est hyper gratifiant. Et puis je trouve aussi que... moi, je me souviens, sur la partie réalité augmentée, cette pensée un peu brouillonne en 2003... sur ce qu'on envisage, ce qu'on a envie de faire, et puis le fait d'arriver aujourd'hui avec une solution logicielle qui fait exactement ce qu'on avait envie de faire 20 ans auparavant, parce que c'est quand même ça c'est chouette, parce que tu as un rêve, tu as un projet, il est technique, il est technologique, il y a plein de verrous, et à un moment on passe les écueils. Et tu vois, ça revient à ce que je te disais, en 2003, tu te dis que 5-8 ans, parce qu'à ce moment-là, tu ne peux pas projeter plus dans ta tête, tu te dis que ça doit être plié, quoi. Et tu as presque 10 ans de plus. J'exagère, parce que 2018, on commence à vendre, mais quand même, tu vois, le gap est vachement plus important que ce qu'on projette en première intention. Donc la finalité est gratifiante, mais le délai, quelle rame, quoi. Donc... on a les deux dans un même projet, quoi. C'est très marrant parce que souvent, et du coup tu vas me dire si c'est vrai ou pas pour toi, mais beaucoup d'entrepreneurs disent de profiter du voyage et que la finalité n'est pas vraiment ce qu'ils recherchent. Oui et non, parce que le voyage de l'entrepreneuriat au quotidien, c'est pas un long fleuve tranquille non plus, puisqu'on est dans cette forme de citation, et que des ratatouilles, on en bouffe, quoi. Donc, c'est vrai que, et je ferai une autre métaphore, mais que voilà, on a un phare, on a un point de visée, et c'est ce qu'on disait, on va tirer des bords, quoi. Ouais. Et il faut profiter de tous ces moments-là. Mais... quand tu arrives à un moment à ce que ce dont tu as rêvé et ce qui se passe réellement, ça se rejoint, c'est vrai que là, tu as quand même un moment de satisfaction qui est un peu plus fort, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut profiter du voyage, mais il ne faut pas qu'il dure trop longtemps, quoi. Ouais. J'ai tendance à dire ça, quoi. Donc sinon, c'est un peu longuet quand même. Ouais. Mais bon, c'est quand même des super moments. Merci beaucoup Valérie. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. De même, partager, et puis on a hâte d'avoir tout ça, d'écouter tout ça quand ça sortira, quoi. Donc, bientôt. Ouais, ça marche. Merci François. Merci à toi. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.